RCN, la différence. Le Forum des bailleurs Ariel Christoflot, bonjour, tous les troisièmes mardis de chaque mois à 15h30, MMH, Meurthe-et-Moselle Habitat. Aujourd'hui, Alfred de Pablo, bonjour. Bonjour. Alors, tu es chargé de mission vente, donc ça y est. On a dit le principal, on va parler de vente. Mais vente de quoi ? Eh bien, vente de HLM, de logement HLM. Donc, c'est l'accession à la propriété d'un logement HLM pour le plus grand nombre. On peut dire ça comme ça. Tout à fait. C'est la possibilité pour des ménages ou des personnes isolées qui étaient jusqu'à présent exclus de l'accession à la propriété. De pouvoir enfin acheter un petit appartement et ensuite, pourquoi pas leur vendre 5-6 ans après. Mais ça, on verra justement les conditions. Si leur situation évolue. Voilà. Si leur situation évolue. Mais alors ça, c'est hors conditions de vente, mais est-ce que ça ne pénalise pas d'autres personnes qui voudraient louer des appartements et qu'on vende ces appartements alors que c'est des HLM justement pour des personnes qui n'ont pas les moyens d'accéder au privé? Non, puisqu'il y a... Là, tout ça est très réglementé et la réaffectation donc, des sommes dégagées par la vente à ces ménages, en règle générale, avec des ressources assez faibles. Modestes. Ouais. Ces ressources, on a l'obligation de les réaffecter donc, soit à la construction de logements neufs, toujours de logements sociaux, et également donc, à la réhabilitation de sites déjà existants, de logements sociaux déjà existants, mais peut-être vieillissants et qui ont besoin d'être confortés, etc. Donc j'ai bien fait de poser la question. C'était une bonne question. C'est une bonne question. Donc, acheter un logement, c'est déjà consulter des sites des organismes HLM, je pense, pour ceux qui sont intéressés. Parce que des bailleurs, il y en a plusieurs quand même sur le secteur. Oui, il y a... Une fois de plus, la réglementation nous oblige à passer elle est en train d'évoluer, on attend des décrets et des arrêtés. Mais au niveau de la communication, on est contraint de passer les annonces sur de médias papier, d'attendre 2 mois pour laisser les priorités. Donc, jusqu'à présent, c'était à nos locataires. Maintenant, c'est aux locataires de l'ensemble des bailleurs sociaux qui ont du patrimoine sur le département. C'est ça. Et après, maintenant, les publicités classiques et traditionnelles, c'est-à-dire les sites... si je peux les citer. Je t'en prie, bien sûr, mais aucun problème. Logique Immo. Oui, mais c'est bien. Voilà. Ouais, c'est bien. Il y a même un site national qui s'appelle Bienvéo, qui a été créé par l'USH, l'Union nationale des HLM. Donc, ces personnes qui veulent acheter un appartement type HLM donc, peuvent aller sur ces sites. Ça, c'est important. Donc, on peut citer les bailleurs. Il y a Bâtigère, il y a OMH, il y a vous, MMH, bien sûr. SLH aussi, peut-être. C'est les 4 qui interviennent sur l'antenne de RCN. Les autres, je ne les connais pas. Il y en a quelques-uns, mais dont les noms m'échappent, mais c'est des petits organismes qui ont Alors, les logements que vous, alors là on parle bien de MMH, Meurthe-et-Moselle Habitat, c'est sur votre parc, le parc MMH, donc ça se situe, où ils se situent ces appartements? On parle d'appartements ou on parle de maisons là? Des deux. On a commencé par vendre les maisons un petit peu isolées, un petit peu situées sur l'ensemble du département. Notre patrimoine s'étale sur l'ensemble du territoire de Meurthe-et-Moselle. Ok. Donc la vente de maisons, pas forcément individuelles, mitoyennes, mais de logements individuels. Oui. Logement d'ouvriers, comme il était une fois. Commencé, ils sont très beaux d'ailleurs. 2005-2006. Oui. Parce que c'est plus simple au niveau administratif, au niveau technique également. Ça évite une mise en copropriété, etc. Ceci dit, notre patrimoine comprend très peu de logements individuels. Ce sont essentiellement donc des logements bâtiments, logements collectifs. D'accord. Et ensuite, il y a tout un processus pour les sélectionner avec moult critères qui font des critères d'ordre financier, des critères d'ordre social, des critères techniques. Un autre rappel, c'est que depuis 2-3 ans, voire 4 ans maintenant, la réglementation nous interdit de vendre des logements sous une certaine étiquette énergétique. Aussi. C'est le bas du E. Donc,
300... C'est compliqué pour les auditeurs. Oui, c'est des petites couleurs, mais bon, ça peut être au milieu, c'est 330. Il y a A, B, C, D, E, F, G. Hein. Oui. Le, ça peut paraître moyen, mais ça correspond quand même à des logements assez isolés, quoi. Voilà. Donc, tous vos logements qui sont en vente ou pas en vente, c'est... Depuis 3-4 ans, oui. Depuis 3-4 ans, c'est une obligation. Les programmes lancés avant, c'est dérogatoire, on continue à les vendre forcément, quoi. Alors, quel type d'appartements vous vendez? Des appartements neufs, des appartements à plus de 10 ans, enfin... Alors, moi-même, oui. Je ne m'occupe que de la vente de logements anciens. Anciens, c'est-à-dire plus de 10 ans? La loi, c'est plus... ouais, c'est la loi. C'est la loi. Okay. Moins de 10 ans, on n'a pas le droit, sauf dérogation, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et je dirais que la moyenne, c'est plutôt un âge de 30-40 ans. Ah ouais? Puisque le but, c'est d'avoir effectivement, de réussir à obtenir des prix de vente suffisamment bas pour que la cible des ménages visés puisse acheter. Et si on met en vente des logements trop récents, même 10 ans, on serait presque au prix du privé. Ce qui n'apporte absolument rien. Aucun intérêt. Et ne rentre pas dans le rôle d'un office, dans le rôle social d'un office HLM. Il y a beaucoup de logements accessibles en ce moment? Alors, on a 1 millier de logements accessibles. Sur ce millier de logements accessibles, on doit être environ à 800 déjà commercialisés. Et l'offre réelle, je vais essayer de t'expliquer plus clairement, c'est il y a les logements occupés qu'on ne peut vendre qu'à leurs locataires. Donc ils sont comptés dans les cessibles, mais on n'a pas le droit de les vendre à quelqu'un d'autre qu'aux locataires en place. Aujourd'hui, on va dire que le logement vide, c'est plutôt une centaine de logements maximum. Mais quand même. Sur l'ensemble du département. Sans logement libre. Après, bon, c'est à la personne de voir si ça l'intéresse ou pas. Ça c'est une autre... Ça, il faut se déplacer, il faut en parler. Tout plein de dossiers aussi. Donc, justement, on va y venir aux locataires. Quand vous voulez vendre, il faut déjà faire des propositions aux locataires. Les priorités qui ont changé au départ, c'était donc nos locataires à nous. Enfin, les locataires MMH. Ouais. Et depuis fin 2018, la priorité, donc, c'est la loi Elan qui l'a modifiée. Les prioritaires, ça va être les ménages qui sont sous certains plafonds de ressources et les locataires, donc des bailleurs sociaux, que ce soit bâtisseurs ou pas, ce qui n'était pas le cas avant. Exact. Est-ce que ces propositions faites aux locataires, vous pouvez également, alors en priorité, vous pouvez également les faire aux gardiens d'immeubles? Les gardiens d'immeubles sont également prioritaires. Ah, ce sont des gens prioritaires, ce qui est un peu normal quand même, je ne les oublie pas, moi, parce que... moi, j'avais oublié, parce que ça, c'est marginal. Oui. Sur 400 ou 500 ventes, j'ai dû avoir un gardien d'immeuble qui a dû pouvoir en acquérir un, mais c'est tout, quoi. Ok, bon. Alors, est-ce que sur le quartier... solliciter, l'acheter, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, priorité aux locataires et, bon, aux personnes qui s'occupent des immeubles. Alors, si personne intéressée... c'est ouvert à toute personne physique. Voilà, toute personne physique, mais peut-être aussi, alors est-ce que ça peut être accordé après les personnes ayant habité ou habitant ces logements HLM, ça peut être également accordé aux particuliers qui n'ont jamais habité un logement comme ça? Tout à fait, c'est à toute personne physique. Oui, toute personne, alors peu importe. Donc priorité, mais après c'est toute personne. Voilà, quels que soient ses revenus, et ce qui est strictement interdit, hors exception marginale de vente à d'autres offices d'HLM ou des organismes agréés, c'est la vente à des personnes morales. Ça, c'est totalement exclu et interdit. Non, en clair, je ne peux pas vendre un logement à une SCI, par exemple. C'est-à-dire une société civile. Il faut que ce soit une personne physique, monsieur XY. Donc, un locataire autre que MMH peut prétendre à l'accession. Tout à fait. Voilà. Donc, ça aussi, c'est des points importants. Est-ce que vous avez des fiches techniques pour remettre aux acquéreurs sur les travaux à réaliser, les travaux à finir? Ou alors c'est quelque chose qui, en amont, peut-être, il peut se faire? J'ai pas de fiche technique. En revanche, lors de la visite, on est muni... la règle générale, c'est un appartement donc en copropriété. Je suis muni des 3 dernières assemblées générales et j'ai un petit topo sur ce qui a été fait.
Et sur l'état au moins des parties communes avec les différentes réhabilitations, etc. Ensuite, sur l'état du logement en lui-même, là c'est un petit peu différent parce qu'on a choisi l'option de vendre dans l'état où on récupère le logement. Ah d'accord. Sauf cas exceptionnel, s'il y a des vitres brisées, des choses comme ça. Quand même. Mais ça me paraît bizarre, mais pour moi, ça serait plus facile si le logement était refait. Mais le but était quand même de rester, de garder les prix les plus bas possibles. Oui, donc pas de faire de frais, sauf un petit coup de peinture. On a également, donc, à ce sujet, constaté que l'attitude du locataire et de l'acquéreur est totalement différente. Un locataire, il va vouloir habiter tout de suite dans son logement une fois que le bail signé. Ah ouais. Le propriétaire, en règle générale, il va mettre la décoration à son goût, il va investir plus de... C'est pas pareil. On est bien d'accord. Il a acheté. D'où le choix de ne pas rénover. On a grosso modo calculé, c'est un petit ratio de 10 000 euros au logement, mais ces 10 000 euros, c'est 10 000 euros qui ne sont pas répercutés sur la vente. On conserve ainsi donc les tarifs les plus bas possibles. Alors, quand tu parles des tarifs les plus bas possibles, ça dépend aussi du lieu, de l'appartement, des quartiers, Tout à fait. C'est très important ça dans le prix. Tout à fait, c'est pareil, ça a évolué également tout récemment, fin 2018, une fois de plus. Jusqu'à présent, les prix étaient fixés par rapport à l'évaluation de France Domaine, qui était obligatoire, comme pour toute vente publique, en fait. Et parle bien près du micro. Et nous avions, et la loi nous autorisait donc une marge de plus 35 à moins 35% par rapport à cette estimation. Mais au-delà, on ne pouvait pas y aller. Là, maintenant, on fixe librement le prix, l'organisme vendeur libre le prix fixement, en prenant pour base un logement similaire, et on fixe donc une valeur, un prix vide et un prix occupé. Et puis c'est le prix du marché aussi, de toute façon, un peu, non? On essaye d'être... Pas du marché privé, bien sûr. Non, on essaye. Ça, on s'en doute bien. Tel que la loi, la réglementation le gris, c'est prendre pour base de comparaison un appartement similaire. Ça veut tout dire, mais c'est un petit peu confus. Donc on essaye d'être au moins 10, 15, 20% en dessous du prix marché. Quel que soit le secteur. Quel que soit le secteur. Ok. Le but, c'est toujours le même but, c'est d'atteindre cette clientèle qui ne peut pas acheter dans le privé parce qu'elle n'a pas les moyens. Et tu as des secteurs plus ou moins sympas, quoi. Mais le prix marché varie déjà en fonction du secteur. C'est ça. Oui, donc le prix va varier également en fonction de l'âge du bâtiment, de beaucoup de choses. Mais toutes les réhabilitations, je prends un exemple dernièrement, les derniers sites qu'on va donc commercialiser, c'est des bâtiments qui datent des années 80, dans lesquels on a effectué donc des rénovations énergétiques, isolation, effectivement, on est plus près de... Logique. Pour donner des chiffres, on est plutôt à 1 000 € du mètre carré qu'à 850 € du mètre carré. Oui. Julien, je vais te poser la question. Donc, le mètre carré, il y a un minimum et un maximum. Le minimum, ça peut être 800 €. Et puis... La moyenne, je ne l'ai pas là, mais la moyenne, je la connais. Les moyennes, elles veulent dire ce qu'elles veulent dire. Il faut les prendre à leur juste valeur. Oui. La moyenne sur le département, sur l'ensemble des ventes de 2018, par exemple, on est environ à 870 € du mètre carré. Ok. Ça comprend des ventes en secteur très rural, où forcément le prix est beaucoup moins élevé que sur la métropole du Grand Nancy. Métropole, c'est cher. Voilà, tout à fait. On en est combien, métropole du Grand Nancy au mètre carré? Alors, pour nous, on doit être à 1300 à peu près. Oui, donc ça fait une belle différence. Oui, mais le marché privé, pareil, moyen sur la métropole, sur de l'ancien de qualité similaire, c'est du 1004, 1005, 1006, selon l'étage, selon... Tiens, pour l'étage, c'est peut-être une question stupide, mais est-ce qu'on paie moins cher son appartement quand on est au 8e étage qu'au premier étage? Sans ascenseur. C'est encore une bonne question. Sans ascenseur, l'horreur. Alors on choisit. Premièrement,
On essaye, parmi les moultes critères qui déterminent le choix des immeubles, on essaye de sélectionner déjà des immeubles maxi 4 étages pour éviter l'ascenseur, une fois de plus dans le souci de limiter les charges. Donc, quand il y a au-dessus de 4 étages, il y a quelques copropriétés, parce qu'on n'avait pas le choix. Il y a un ascenseur. Et par rapport au prix de vente, je dirais que le prix de base, elle-même, de manière officielle, une fois de plus, lors de la visite, si le 4e étage, s'il y a une offre un tout petit peu inférieure, parce que c'est un 4e étage, on aura tendance à l'accepter si c'est cohérent. Après, ça se discute. Tout à fait. Après, c'est le montage du dossier, on va venir. Pour acheter un logement social, il faut être dans les lieux depuis combien de temps ? Ça a aussi changé, fin 2000. Ah ouais, ça a aussi changé, oui, ça. Mais tout change. Ah bah la réglementation change très vite. Nous informer. Hein. Auparavant, tout locataire pouvait demander à acheter son appartement. Il n'y avait pas de conditions d'ancienneté, etc. Ouais. Aujourd'hui, tout locataire peut demander l'acquisition. C'est pas pour ça qu'on va accepter. Hein. Oui. Mais sur les conditions d'ancienneté, maintenant, elle a été fixée à 2 ans. Et 2 ans. Donc un locataire occupant doit être dans les lieux depuis au moins 2 ans avant de pouvoir acheter. Ah bah, ça c'est une très bonne information. Je ne sais pas si c'est très justifié à titre personnel. Le but du législateur, c'était d'éviter la spéculation et peut-être des pratiques sur certains secteurs très très tendus. Je ne vais pas citer la région parisienne, où peut-être que des bailleurs faisaient des baux de manière à pouvoir vendre plus facilement leur... Mais tu avais l'air sceptique quand tu disais oui, on peut vendre ou pas vendre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément d'accord de vendre un logement à quelqu'un. C'est des conditions de ressources Non, c'est une impossibilité, on va dire, technique. Et puis, on ne fait pas de bénéfice en tant qu'office, donc il faut garder un équilibre financier. Et puis, on ne peut pas saupoudrer la création de copropriétés sur l'ensemble du territoire. La création d'une copropriété, c'est presque 1 an de travail préalable, pas à temps plein, hein, mais entre la préparation, tous les soucis fonciers, etc. Et après, il faut la gérer. Donc, c'est quasiment impossible de donner satisfaction à tout le monde. Ah oui, dans ce sens, nous, ok, d'accord, voilà. Je comprends. On part avec nos critères, on sélectionne les étages, il y a les critères financiers, etc. On essaie de voir, de choisir aussi des immeubles qui vivent déjà plutôt bien avec les locataires, c'est-à-dire où il y a peu de rotation. L'idée étant de penser que si un locataire est là depuis 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, c'est qu'il se sent bien dans son appartement. Oui, normalement. A priori. Oui. Non, c'est peut-être parce qu'il n'a pas le choix aussi. Oui, peut-être aussi, effectivement. Mais bon, 90% on peut dire qu'ils sont satisfaits. Bien. Quoi. Et que peut-être, grâce à ça, on peut toucher plus le locataire occupant, ce qui est notre but. Mais on n'arrive pas toujours à l'atteindre. Je te pose cette question parce que je ne suis pas sûre de bien comprendre et l'auditeur non plus. Alors maintenant, passons à l'achat. Alors, auditeurs, si vous voulez en savoir plus, MMH, vous allez les voir. Et puis d'autres questions seront abordées. Questions abordées aussi, c'est le dossier. Alors, bien, avant de penser à acheter, c'est bien, mais il faut déjà bien estimer son budget. Parce que quand on devient un propriétaire, il y a d'autres charges qui incombent que quand on est locataire. Faut y penser à ça. Ça tombe comme des prunes tous les ans. Je vais être anti-commercial, mais une fois de plus. Anti-commercial. Non, c'est très vrai. Mais moi, j'essaye systématiquement de sensibiliser les candidats à cet aspect. Parce qu'il n'y a pas que l'acquisition, il n'y a pas que le remboursement du crédit. Absolument. En copropriété, il y a les charges de copropriété. Oui. Ça semble évident. Ce n'est pas forcément si évident que ça pour tout le monde. Il y a également donc les impôts fonciers. Les taxes foncières, c'est sûr. Et puis en copropriété, l'entretien. Les travaux, un jour ou l'autre, il y a des travaux. Et moi, je tiens toujours le discours de dire d'être propriétaire vous coûte de toute façon plus cher que d'être locataire. Absolument. Et il faut anticiper. Donc, après, chaque ménage a sa propre gestion de budget. Et donc c'est bien de les prévenir. C'est difficile d'avoir des critères chiffrés, précis. Non, mais de les prévenir parce qu'effectivement,
dans la joie d'avoir un bien à soi, ce qu'on peut très bien comprendre, parce que tous les mois, on paye, on met ça, c'est pas à nous, mais c'est vrai que taxe foncière, ça existe encore, taxe habitation, ça existe encore. La taxe d'habitation, paraît-il qu'elle a déjà été supprimée pour une certaine partie. Bon, peut-être, moi j'ai rien vu, mais bon, c'est pas grave, c'est autre chose. Moi non plus, si ça peut me rassurer. Ça me rassure pas, mais bon, pourtant Dieu sait, on n'est pas milliardaire. Hein. Bon, mensualité de l'appartement, plus les gros travaux, style façade, le toit. C'est effectivement, avant d'acheter une maison, il faut mettre tout ça sur la table et savoir si on peut y arriver. Je rappelle qu'on essaye de... surtout, sur 10 ans, on a évolué, nos pratiques ont évolué sur le choix du patrimoine, un petit peu également contraint par la loi. Maintenant, il s'agit de bâtiments qui ont été totalement rénovés ou a priori, sauf accident, puisqu'un accident, par définition, c'est imprévisible. Bien sûr. Il n'y aura pas de gros travaux dans les 5, 10, 15 ans. Oui, c'est pas mais à 10-15 ans, un jour ou l'autre, il y aura également des travaux et que les acquéreurs devront financer comme tous les copropriétaires. Ok. Donc comment, quand on a été voir des logements, quand on est prêt à acheter, qu'on a bien mis tout ça sur papier, d'être propriétaire, c'est bien, mais voilà. Ensuite, on vient vous voir pour constituer un dossier. Il n'y a pas de dossier. Il n'y a pas de dossier, ok. Ça se fait comment ? De la simplification maximale. C'est-à-dire ? Aujourd'hui, pour la candidature contraint et forcée par la législation, je demande donc simplement un écrit avec l'identité, l'adresse, pour vérifier si le candidat est locataire d'un bailleur social ou non. Oui. Et l'avis d'imposition. Ensuite, après la visite, si le candidat est intéressé, je ne vais pas rentrer dans les détails, s'il y a multiples candidats, on est obligé de faire le tri. S'il y a un seul candidat qui est intéressé, on signe donc un compromis et au moment de la signature, c'est même pas un compromis, c'est une promesse de vente, une promesse unilatérale de vente, donc sous seing privé, c'est-à-dire qu'il signe chez nous. Et c'est à ce moment-là où on a déjà l'avis d'imposition. Quand il s'agit de nos locataires, on a forcément, d'après les enquêtes, on connaît un petit peu déjà, leurs revenus. Bien sûr. On ne connaît pas leurs dépenses, mais on connaît leurs revenus. Oui, bien sûr. Et on a une attestation bancaire, comme quoi ils sont finançables, et puis ça permet de limiter les risques, et pour les candidats et pour nous. Oui, je pense bien. Est-ce que les acquéreurs d'appartements HLM, je répète, trouvent des aides financières ? Est-ce qu'il y a des prêts locatifs sociaux ? Est-ce que ça existe encore, tout ça ? Il y a eu des choses extrêmement intéressantes. Il me fait peur. Il y a eu avec... c'est pas possible. Plus ça va, moins ça va. Des organismes financiers qui ont disparu, Crédit Foncier, etc. Oui. Il y avait même les prêts missions sociales, ça s'appelait. C'était l'équivalent à peu près d'un prêt à taux zéro. Donc ça doublait quasiment le prêt à taux zéro. Et ça aidait beaucoup à la solvabilisation des acquéreurs. Bien sûr. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que les prêts actions sociales distribués donc, par Action Logement, anciennement les collecteurs de 1%. Écoutez, quand même Action Sociale. Okay. Et les banques, alors ça s'appelait PAS, accession sociale, sortie d'un fonds de garantie qui les protège des incidents de remboursement. Ça existe encore, ces choses-là? La banque, je n'en ai pas connaissance. C'est quoi les initiales? PAS, prix à l'accession sociale. Voilà. Alors, c'était peut-être il était une fois aussi. C'est possible, ça a peut-être changé les aussi. produits bancaires changent également très rapidement. On se retrouve. Alors demain, ça va encore changer, l'émission serait plus bonne. Je plaisante. J'espère que non. Non, moi aussi. Mais enfin, bon, de toute façon, ça, après, on visite l'appartement, on est sûr d'être là parce qu'on s'y sent bien. Enfin bref, on y est accessible plus vite parce qu'on est déjà locataire. Après, le financement, ça, c'est à eux de voir avec vous ce qui peut se faire. Oui, nous orientez. Auparavant vers certains partenaires qui n'existent plus, et maintenant donc plus vers Action Logement, puisqu'ils ont un rôle aussi de courtier, de courtage. Oui. Qui peuvent les orienter selon leur profil, vers diverses entités bancaires qui sont adaptées à leur profil. On y revient quand même aux banques. Et oui. Et oui. Mais quel apport il faut avoir pour
minimum d'apport qu'il faut avoir? Comme nous, on ne finance pas. Globalement, ce qui est aujourd'hui constaté, c'est que la majorité des banques demandent un apport au moins des frais d'acquisition, des frais de notaire. Ouf, on avait oublié celle-là aussi, non? Voilà. Propriétaire, frais de notaire, oui. Ouais, et d'autres continuent, heureusement, à financer sans apport. Ah ouais, c'est pas mal ça. Mais une fois de plus, c'est selon les profils. Le CSF, pour pas le citer ouvertement, avec les fonctionnaires et d'autres entités bancaires le font également. Donc il y a de l'espoir pour tout le monde. Donc j'oriente les clients en fonction de leur profil et de leur statut officiel aussi, vers ces... Et on arrive parfois à trouver des solutions sans apport. Quand on est homme de bonne volonté. Donc, ce sont des remboursements sur combien d'années? En parenthèse, en revenant sur les frais de notaire, il faut préciser quand même que c'est des frais de notaire très légèrement réduits par rapport à une acquisition dans le privé. Absolument, j'imagine. Entre 1 et 1,5% en moins de frais de notaire. Donc, par rapport à nos prix, c'est 2005, 3000 alors que frais de notaire dans le et frais privé, annexes, frais d'acquisition. On vous donnera pas les tarifs, va vous faire peur. Mais bon, je les connais. Oui, c'est sûr. Donc voilà des pistes, auditeurs de l'émission, les bailleurs sur RCN qui viennent s'exprimer donc tous les mardis à 15h30. Aujourd'hui, c'est MMH, c'est comme tous les troisièmes mardis, encore une fois à 15h30. C'est important. Donc j'espère que ces émissions vont vous aider, pas forcément acheter, mais à comprendre un peu comment ça se passe. Et ça, la façon dont tu en parles, ça n'a pas l'air terrible, quoi. Ça a l'air assez facile. Mais vous faites tout pour. C'est assez simple. Après, la difficulté, c'est peut-être majeure, c'est qu'il ne faut pas vendre du rêve qui n'existe pas. Oui, voilà déjà. Nos ventes sont concentrées sur notre patrimoine, et notre patrimoine est surtout situé en quartier externe. Oui. Bien sûr. Nancy. Bien sûr. Donc il ne faut pas s'attendre au petit 4 place Stanislas. Dis donc, à 800 € le mètre carré place Stanislas, j'y cours. C'est peut-être au-dessus des plafonds. Oui, peut-être aussi. Oui, parce qu'il y a des plafonds. On n'a pas place. Est-ce qu'on peut parler encore pendant quelques minutes des plafonds de ressources, qui c'est assez casse-pied, ça? Non? C'est les plafonds de ressources, ils ont aussi été instaurés donc, fin 2018. Oui. Avant, ça n'existait pas. Et ils sont basés, il s'agit, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que c'est super complexe, des plafonds PLI accession majorés de 10%. Tout ça pour dire que je ne les ai pas en tête. C'est un tableau complexe et en fonction... On ne retiendra pas. Calculés en fonction de la situation familiale. Oui, c'est important ça. De la situation du logement. Tiens, bien sûr. Mais ils sont loin d'être rédhibitoires. C'est presque le double des plafonds locatifs. Donc ça laisse quand même une grosse partie de la population est située sous ces plafonds. Alors, est-ce un logement on va dire une famille, d'un couple, 2 enfants, c'est un 3 pièces. Logiquement, on ne peut pas vivre dans moins. C'est 3 ou 4 pièces. Il n'y a pas de condition de taille. Non, après, c'est plus de la location, puisqu'ils achètent, donc ils achètent ce qu'ils veulent. Mais pour donner une idée de prix, parce que j'ai envie d'avoir une idée de prix, mettons, tu prends un 3 pièces. Soyons pas gourmandes. Un 3 pièces. Allez. Un 3 pièces, ça va de environ 50 000 €, selon sa situation. Encore une fois. Selon l'état, mais sur un quartier pas très éloigné d'ici, l'agglomération. Allez, Champ-le-Bœuf, pour le citer. Oui, c'est pas loin. C'est pas loin. La porte à côté. Il y a des types 3, 48 000, 51 000. Oui, en effet. Pour 66, 65 mètres carrés, à peu près. Même. Oui, donc c'est tout. Même s'il y a un petit peu de revêtement de sol à changer, financièrement... Voilà, c'est ça. Et la chute est belle, et enfin, on va finir là-dessus, si ça te va, parce que je crois qu'on a bien balayé tout ce qu'il fallait. Si vous voulez d'autres précisions, les bureaux de MMH, les bureaux principaux, ils sont où exactement? Alors, le siège est boulevard de la Motte, mais l'agence commerciale du Grand Nancy, où j'essaie d'exercer mes activités, est située au 16 rue de Serre, c'est tout près de la gare. On connaît. Et il y a notre site internet aussi, sur lequel figure l'ensemble des produits et des prix. C'était Monsieur Alfred de Pablo.
Ça place de Pablo Alfred. C'est bon, ça fait très écrivain, je trouve. Non? Bon, c'est mon nom, je ne l'ai pas choisi. Ah non, mais il est très joli, justement. Moi, je trouve ça chouette. Chargé d'émission, vente pour MMH, Meurthe et Moselle Habitat. Voilà, auditeurs, merci de nous écouter. Et puis, à mardi prochain. Voilà, pour d'autres bailleurs sur l'agglomération. Merci. Je remercie Bruno Lenner qui était à la régie. Bye bye. Et merci à vous. RCN, la différence.